Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, la guerre entre Washington et Téhéran change de nature. Elle ne se mesure plus en frappe ni en baril, elle se mesure en écart. L'écart entre ce que les institutions affirment et ce que les chiffres, une fois recoupés, racontent réellement. Premier écart, le risque énergétique. Les Houthis ont déclaré hier un blocus contre l'Arabie Saoudite dans Bab el-Mandeb. Riyad a répondu par la force. Hormuz, déjà à l'arrêt, ne suffisait plus. Avec ce second corridor sous tension, c'est désormais un quart de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures qui bascule sous l'influence de Téhéran. Deuxième écart, la communication de guerre. Le Pentagone évoque près de 100 blessés américains depuis le 7 juillet en minimisant leur gravité. La presse documente, elle, un retard de divulgation. Le même mécanisme se retrouve dans le trafic d'Hormuz où statistiques officielles et relevés satellitaires divergent et jusque sur le pont des pétroliers civils où des armateurs proposent désormais 6 mois de salaire pour un seul aller-retour. Troisième écart, et non pas des moindres, le plus lourd, le dossier nucléaire. Le renseignement israélien affirme que l'Iran a transféré son uranium enrichi vers un site souterrain conçu pour résister aux frappes américaines. Si cela se confirme, c'est le postulat même des négociations en cours qui s'effondrent. À Washington, deux écarts plus discrets. La Fed révise la méthodologie de son indicateur d'inflation préféré, ce qui pourrait désamorcer, sans le dire, la pression pour une hausse des taux. Et Trump, de son côté, justifie une surtaxe de 50% sur le Canada par un différend commercial quand l'origine réelle tient à une bien plus modeste histoire de fumée. 6 dossiers, un seul dénominateur commun, une version officielle circule et un chiffre patiemment recoupé vient le contredire. Nous allons les décrypter un par un, ensemble, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. 10% du commerce maritime mondial de pétrole transite par le détroit de Bab el-Mandeb. Depuis lundi, les militants houthis ont décrété un embargo maritime contre l'Arabie Saoudite, applicable immédiatement, une menace répétée pendant des mois devenue réalité. Un deuxième corridor pétrolier stratégique sous pression alors qu'Hormuz est déjà bloqué. L'enjeu saoudien est précis, Riyad achemine, je vous le rappelle, 7 millions de barils par jour via l'oléoduc Est-Ouest, appelé le Petroline, qui traverse la péninsule arabique d'Est en Ouest jusqu'au terminal de Yanbu sur la mer Rouge, dont environ 5 millions de barils quotidiens destinés à l'export. C'est cette soupape de sécurité depuis le début du conflit qui lui permet de contourner totalement le détroit d'Hormuz. Dans un communiqué, les Houthis accusent Riyad d'un siège agressif, accusation durcie depuis le bombardement allégué de l'aéroport de Sanaa la semaine dernière. Le marché a réagi en deux temps de son côté. Le Brent a bondi de près de 4% en cours de nuit, dépassant $90 le baril après la mort d'au moins 3 militaires américains dans les combats. Il a ensuite reflué puisque Téhéran a signalé rester ouvert au dialogue pour clôturer à $88,87 le baril, soit une hausse timide de moins de 1%. Quant au WTI, il a lui gagné 0,44% à $82,85. Le contexte qui a tout fait basculer, c'est celui-là. Je vous le rappelle, l'accord intérimaire du 17 juin pour rouvrir Hormuz s'est effondré. Téhéran a depuis attaqué plusieurs pétroliers, tuant au moins 2 marins et en blessant plus d'une douzaine ce mois-ci. Washington bombarde l'Iran depuis 9 jours consécutifs et a rétabli son blocus naval. Téhéran a riposté par des missiles contre Bahreïn et le Koweït. L'arithmétique du pire scénario est la suivante. Isoler la fermeture de Bab el-Mandeb amputerait l'offre mondiale de pétrole de 7%. Ajouter à Hormuz, qui bloque déjà environ 20% du flux mondial, l'équation change de nature. Un seul goulet d'étranglement capable de priver le marché d'un quart de ses approvisionnements en pétrole et en gaz, y compris les 7 millions de barils quotidiens que Riyad pensait avoir mis à l'abri. Les experts, dont Matt Smith, directeur recherche matières premières chez Kepler, prévient, je le cite, l'impact va être massif dès les premiers mois. Les raffineurs asiatiques devant détourner leur cargaison par le cap de Bonne-Espérance avec un mois de délai supplémentaire. Riyad n'a toujours pas réagi officiellement. Marco Rubio a été clair dimanche dernier, je le cite, leur comportement doit changer pour que le nôtre change, a-t-il dit. Riyad n'a pas réagi hier soir, elle vient ce matin de le faire et sa réponse change la nature même du risque.
Riyad n'a toujours pas réagi officiellement. Officiellement, c'était notre constat lors de la précédente actu. Eh bien, ce constat, il ne tient plus désormais. Hier, ce matin, la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a répondu au blocus Houthi par une promesse de force protégée par tous les moyens opérationnels nécessaires et décisifs ces navires dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le porte-parole de la coalition, Turki al-Malki, a qualifié le blocus Houthi de délire et d'escalade. Et pour contredire le narratif d'un siège saoudien de 12 ans invoqué par les rebelles, il avance un chiffre qui change la lecture de la crise. Plus de 300 navires commerciaux sont entrés dans les ports contrôlés par les Houthis au premier semestre, chargés de nourriture et de carburant. Ce chiffre ne réduit pas la tension, il la déplace. Ce n'est plus une question de survie humanitaire du Yémen, comme le prétendent les Houthis, c'est un rapport de force maritime pur entre deux camps qui se disputent le contrôle physique du corridor. Le mécanisme ne change pas, mais son issue possible si. Le 13 juillet dernier, je vous le rappelle, un avion Houthi refusé à Sanaa déclenchait déjà représailles et fin de trêve. Ce que Riyad vient d'ajouter, c'est l'option militaire assumée. La coalition ne se contente plus de subir, elle promet une réponse conformément au droit international, formule qui laisse toutes les options ouvertes, y compris l'escorte armée ou l'interception. Ce que cela signifie pour l'équation à 25% que nous venons d'établir, eh bien cette annonce ne referme pas ce risque, elle le militarise. Une coalition qui escorte des Houthis, qui bloque un Iran, qui encourage, voici les ingrédients d'un affrontement naval direct, pas simplement d'un blocus déclaratif, sont désormais réunis. Le Yémen est en guerre depuis 2014, la trêve de l'ONU tenait depuis 2022, aéroports, missiles, blocus, réponse armée, c'est la séquence la plus dangereuse pour cette trêve depuis 4 ans. Bab el-Mandeb n'était qu'une menace économique hier soir. Ce matin, mardi 21 juillet 2026, elle devient un risque de confrontation militaire directe entre deux marines dans le même corridor. Derrière ces manœuvres de coalition et ces chiffres de marché, il y a des hommes qui, chaque jour, doivent choisir entre un salaire et leur vie. Bab el-Mandeb se militarise, Hormuz, lui, continue de brûler. Cette nuit, les États-Unis ont mené leur 10e nuit de frappes consécutives contre l'Iran, visant centres de commandement et capacités maritimes. Les médias d'État iraniens rapportent des explosions à Bandar Abbas, Keshm est dans le district de Bémani, mais c'est un autre chiffre plus discret, lui, qui mérite l'attention ce matin, celui des pertes américaines. Près de 100 militaires américains ont été blessés depuis le 7 juillet, a confirmé le porte-parole du Pentagone, Shin Parnil, sur X. Sa version se veut rassurante, je le cite, 96% d'entre eux ont repris leurs fonctions, la grande majorité des blessures étant des commotions cérébrales légères. Cette précision n'est pas anodine puisqu'elle répond directement à un article du New York Times relayé par CNN, accusant l'armée américaine d'avoir tardé à communiquer sur ses blessures, un retard justifié officiellement par la protection des militaires eux-mêmes. Un autre écart, plus frappant encore, traverse le même narratif officiel ce matin. Sur le terrain, les données de Marine Trafic ne recensent que 9 navires ayant transité par Hormuz hier. L'armée américaine, elle, revendique avoir facilité le transit d'environ 900 navires commerciaux depuis début mai, soit une quinzaine par jour en moyenne sur la période. Les deux chiffres ne racontent pas la même histoire. L'un capture un instantané en pleine escalade, l'autre une moyenne sur plusieurs mois. Mais l'écart illustre le même réflexe, minimiser ce qui inquiète en temps réel. La suite du bilan précise l'ampleur régionale. Le Koweït dit avoir intercepté des missiles et drones hostiles cette nuit. La Jordanie affirme en avoir abattu 3 tirés depuis l'Iran. Washington renforce en parallèle sa présence aérienne avec l'arrivée de plusieurs dizaines d'avions ravitailleurs en Israël ces derniers jours. Un déploiement qui ne correspond pas au discours d'apaisement affiché publiquement. 100 soldats blessés minimisés, 9 navires visibles contre 900 revendiqués. 2 chiffres, un même mécanisme, rassuré d'abord, documenté ensuite. Ce mécanisme le discours rassurant face au risque documenté ne s'arrête pas à l'armée américaine, il se joue aussi chaque jour sur le pont des pétroliers civils. 6 mois de salaire, c'est la prime que propose l'armateur Sinocor à ses équipages pour un seul aller-retour dans le détroit d'Ormuz. Derrière les courbes du Brent et les manœuvres de coalition que nous venons de décrypter, il y a des hommes qui doivent très concrètement choisir entre cet argent et leur vie. Les chiffres du risque sont sans appel. Depuis le début du conflit fin février, au moins 59 navires commerciaux ont été attaqués dans le Golfe et de ses environs et 17 marins y ont perdu la vie selon l'agence maritime de l'ONU. Ces primes
ont été proposées avant même les nouvelles attaques du 20 juillet contre la marine marchande, le risque déjà connu vient de s'aggraver encore. Le mécanisme de la décision est individuel, mais son cadre est collectif. Sur un pétrolier, le capitaine peut gagner jusqu'à 15 000 $ par mois, un matelot environ 1 500 $ en temps normal. Face au danger, certains amateurs vont jusqu'à intégrer 60 jours de salaire dans un contrat de 30 jours. Chaque marin conserve, en théorie, le droit de refuser de se faire remplacer. Le capitaine Pradip Chawla, le président de Global Imit, confirme la tendance sans citer Sinocor directement, je le cite, certaines compagnies leur proposent des primes considérables. Nous avons entendu, rajoute-t-il, parler de nombreux départs de membres d'équipage, mais les compagnies parviennent à trouver des remplaçants. Ce que cela révèle sur la mécanique du profit et du risque, eh bien, c'est que les amateurs peuvent désormais facturer des millions de dollars pour faire transiter un navire par Hormuz. Les assureurs, eux, empochent des primes de transit désormais exorbitantes. Ce sont pourtant les équipages les moins rémunérés de la chaîne qui assument le danger le plus direct. Sinocor, devenu le premier armateur mondial de superpétroliers grâce au soutien de MSC, je vous le rappelle, 9e du classement Transport Topics des plus grandes entreprises de fret au monde, joue un rôle clé dans l'acheminement du pétrole saoudien, émirati et irakien. L'entreprise n'a cependant pas répondu aux sollicitations des journalistes. Le détail le plus inquiétant n'est pourtant pas financier. Le trafic visible dans le détroit a diminué ces derniers jours, mais une partie des navires continuerait de traverser à l'aveugle leurs signaux satellites désactivés. Personne, pas même les assureurs, ne peuvent aujourd'hui dire précisément combien de marins naviguent à cet instant dans cette zone sans laisser de traces. Le baril, lui, a un prix affiché chaque matin sur les écrans de trading. Celui payé par les équipages, lui, ne s'affiche nulle part. Et sous ces mêmes eaux, un autre risque invisible, celui-là, se prépare, non plus dans le détroit, mais dans une montagne. 450 kg, c'est le stock d'uranium enrichi à 60% que l'Iran détenait déjà avant les frappes de juin, un niveau à quelques encablures du seuil militaire. Ce chiffre, à lui, aurait justifié une inquiétude permanente, mais ce que révèlent aujourd'hui les services de renseignement israéliens la transforme en urgence. Ce stock, une partie, aurait été déplacée dans une montagne, et une montagne conçue pour résister aux bombes. Les faits, regardons les faits d'abord. Selon les responsables israéliens et américains, l'Iran aurait transféré des milliers de centrifugeuses d'enrichissement vers le site souterrain de Pickaxe Mountain, le mont Kolang en persan, durant l'automne dernier, juste après les 12 jours de guerre de juin qui avaient détruit les 3 principaux sites nucléaires iraniens. Israël a transmis ce renseignement à Washington. La cible n'est pourtant pas nouvelle pour les services occidentaux, puisque surveillée depuis des années, elle a pris le relais d'une usine d'assemblage endommagée par une explosion en 2020, probablement un sabotage. L'architecture du site rend toute frappe complexe. Les experts estiment en effet le complexe souterrain à une profondeur de 300 à 450 pieds sous une roche solide, assez tout du moins pour héberger plusieurs installations liées au nucléaire. David Albright, président de l'Institute for Science and International Security, le formule avec prudence mais sans détour. Je le cite, il est plausible que l'Iran ait déplacé des centrifugeuses vers ces tunnels. Ned Swanson, ancien directeur Iran au Conseil de sécurité nationale sous Biden, va lui plus loin sur le risque puisqu'il dit qu'une évasion clandestine serait le pire des scénarios et il insiste, l'AIEA doit respecter le site et il n'y a à ce jour aucun accès. Le site et il n'y a à ce jour aucun accès. Ce que cela révèle, c'est une fracture stratégique. Trump et Benjamin Netanyahu ne poursuivent plus le même objectif de guerre. Le Premier ministre israélien pousse Washington à reprendre des frappes d'ampleur pour empêcher toute reconstitution du programme. Trump, lui, a évoqué Pickaxe publiquement pour la première fois le 13 juillet dernier, le qualifiant de cible potentielle pour un gros tir, mais sans engagement ferme. Un responsable militaire israélien s'inquiète déjà. Les frappes de la guerre en cours n'ont, selon lui, pas suffisamment visé les capacités nucléaires elles-mêmes. Ce que les marchés et les diplomates doivent intégrer, toutes les négociations en cours entre Washington et Téhéran, les 5 garanties iraniennes, les conditions américaines sur un site nucléaire unique reposent sur l'hypothèse, je vous le rappelle, d'un programme iranien affaibli et vérifiable. Si Téhéran a effectivement mis à l'abri l'essentiel de sa capacité d'enrichissement, cette hypothèse, s'effondre. Et avec elle,
la fenêtre diplomatique que le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont supplié Trump de préserver cette semaine. Une frappe annulée ce matin, une montagne qui, elle, n'a jamais cessé de tourner, et pendant que le Golfe s'embrase et menace de faire dérailler tout espoir de désescalade nucléaire, Washington a un autre problème, plus discret, sur ses propres statistiques. 0,2 de point, c'est la baisse que devrait afficher l'inflation sous-jacente américaine à la fin septembre, et non pas parce que les prix reculent, mais parce que la formule qui les mesure, eh bien, elle va changer. Un simple ajustement statistique de routine insiste pourtant l'agence responsable, sauf eh bien, qu'il tombe au pire moment possible pour paraître anodin. L'écart qui a tout déclenché, eh bien, c'est l'inflation sous-jacente, calculée selon l'indice des prix à la consommation qui s'élevait à 2,6% en juin. Celle que suit la Fed, l'indice PCE, atteignait, elle, 3,3%, un écart inhabituel que le Bureau d'analyse économique veut désormais resserrer en révisant le traitement de 3 postes, logiciel, gestion de portefeuille et services juridiques. Le mécanisme est presque cocasse. Regardez, l'indice logiciel du BEA s'appuie sur des données incluant les clés USB dont les prix ont explosé avec la demande liée à l'intelligence artificielle. Résultat, une flambée de matériel informatique se retrouve comptabilisée comme de l'inflation logicielle. La correction, en intégrant les prix des jeux vidéo et de l'hébergement web, devrait à elle seule retirer 0,1 de point selon les économistes. Deuxième correction, elle, plus discutable. Les frais de gestion de portefeuille augmentent mécaniquement avec la hausse des marchés sans que les services rendus ne changent. Kevin Warsh, lui-même, alors gouverneur de la Fed, avait plaidé l'an dernier pour ne pas confondre ce phénomène avec de l'inflation réelle. Cette révision devrait retrancher 0,2 de points supplémentaires. Seule la révision des services juridiques joue en sens inverse, en légère. Le climat de méfiance est finalement le vrai sujet. Rien ne prouve une ingérence de l'administration Trump dans ses choix méthodologiques, mais le flou entourant leur sélection, lui, il interroge. Demester le résume avec prudence, aucune des modifications que vous apportez à l'une de ces 3 catégories ne semble en soi inappropriée, avant d'ajouter la question qui dérange, mais pourquoi ont-ils choisi celle-ci ? Ce que cela change pour la fête de Warsh, eh bien, le nouveau président a confirmé sur un agenda accommodant qu'il fait face à des marchés obligataires qui pricent déjà 42% de probabilité d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Une inflation sous-jacente réduite de 0,2, même acquise par la statistique plutôt que par l'économie réelle, pourrait légèrement désamorcer la pression pour ce relèvement sans changer le fond du problème. Vikas Patel le rappelle, l'effet net restera modeste, la révision s'appliquant rétroactivement sur 5 ans et ce dès la publication de septembre. Le porte-parole du BEA, Connie O'Connell, assure que ces décisions relèvent du seul personnel permanent sans aucune autre considération. Peut-être, mais Warsh, qui préfère juger l'inflation au niveau décimal, devra composer avec un décimal qui, cette fois, aura changé de définition avant de changer de valeur. Et pendant que Washington ajuste ses statistiques, un autre dossier économique s'ouvre, cette fois avec son plus proche allié. 50%, c'est la surtaxe que Donald Trump vient d'imposer sur une sélection de produits canadiens, le vin, le béton de hockey et le ciment. Les bâtons de hockey et le ciment. Officiellement, une réponse à la discrimination commerciale du Canada. Officieusement, la fumée des feux de forêt canadiens qui a recouvert New York, Chicago et Washington cet été n'y serait peut-être pas pour rien. Regardez, les chiffres du différent. D'abord, la Maison-Blanche vise environ 20 milliards de dollars de marchandises, une fraction des 383 milliards d'importations canadiennes totales calculées en 2025. Énergie, potasse, poissons et minéraux critiques sont exemptés. Les droits entreront en vigueur dans 30 jours, mi-août donc, et Trump pourrait les annuler avant leur application si des négociations s'ouvrent. Pour l'instant, elles n'ont même pas commencé. Mais le vrai déclencheur ne figure dans aucun communiqué officiel. Vendredi dernier, sur Truth Social, Donald Trump accusait le Canada, je le cite, de ne pas entretenir correctement ses forêts, rendant Ottawa responsable d'un air pollué et malsain aux États-Unis. 2 jours plus tard, il croisait Mark Carney, le Premier ministre canadien, à la finale de la Coupe du monde de football et lui suggérait, mi-sérieux, des dommages et intérêts ou des droits de douane. Le lien de cause à effet est assumé par le président américain lui-même. La fumée d'abord, la taxe ensuite. La riposte politique est immédiate et à 2 vitesses. Carney reste mesuré, dénonçant la plus récente d'une série de mesures commerciales unilatérales en violation de l'accord de libre-échange Amérique-Canada-Mexique.
Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, élu plus tranchant, je le cite, le Canada devrait riposter tarif pour tarif, dollar pour dollar. Le détail qui change la portée de l'affaire, eh bien c'est celui-ci, puisque ces droits de douane ne s'appuient pas sur les mécanismes commerciaux habituels, mais sur l'article 338 du Trade Act de 1930, une disposition jamais utilisée depuis sa création. Les experts notent aujourd'hui, préviennent que ce choix juridique inédit pourrait faire l'objet de contestations judiciaires. Washington teste un outil qu'aucune administration n'a jamais osé activer. Ce que cela signifie, eh bien, c'est que pendant que le Golfe s'embrase et que le Brent flirte avec les 90 dollars le baril, Trump, lui, ouvre un second front commercial, cette fois avec son plus proche allié, sur la base d'un texte de loi centenaire et jamais éprouvé. Une taxe née de la fumée qui pourrait finir devant les tribunaux. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et au-delà de la géopolitique évidemment, c'est du côté des États-Unis que nous nous tournerons puisque même si ça n'a pas grande importance et ça ne devrait pas apporter beaucoup de volatilité, les variations de l'emploi ADP seront à suivre tout à l'heure à 14h15. Regardons désormais ce qui s'est passé sur les principales places financières hier. Et les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé hier, les tensions au Moyen-Orient ayant mis à mal le rebond observé un peu plus tôt en séance. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,02% à 8340 points. À Francfort, le DAX a lui engrangé 0,06%, tandis que à Londres, le FTSE a lui cédé par contre 0,71%. À Wall Street, la bourse a clôturé en petite baisse, une séance marquée par des remous géopolitiques et une remontée des rendements obligataires. Dans ce contexte, le Dow Jones a perdu 0,59%, le Nasdaq a lui reculé de 0,05%, tandis que le S&P 500 a lui abandonné 0,19%. Enfin, les prix du pétrole ont terminé en hausse hier, poussés par la poursuite des hostilités entre Washington et Téhéran. Le baril de Brent a clôturé à 89,22$ le baril, soit une hausse de 1,27%. Son homologue américain, le baril de WTI, a lui gagné 0,9% pour clôturer à 83,23$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et juste après, nous retrouvons Bernard Prats-Desclaux et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléchat.